milen sukar fanay esti vitamin yeban jamme naraw subak ekili milen sukar fanay esti vitamin yeban jamme naraw subak ekili. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va nous faire un cours de français qui va porter sur la méthodologie de la dissertation. Ok, sur la méthodologie de la dissertation. Donc, je vous invite, chers élèves, de bien suivre. Je mets un deuxième élément ici, parce que ça fait partie du but de mon cours. Je reprends ici jusqu'à là. La poésie est une arme fiable contre les maux qui gangrènent la société. Donc j'ai ici deux éléments au tableau. Pour l'instant, je ne peux pas dire sujet, parce que c'est une notion sur laquelle je ne veux pas, c'est une notion que je ne veux pas pour l'instant prononcer, parce que je veux montrer à mes élèves la différence entre ça et ça. Donc tout le monde, visuellement, quand on regarde, on sait que ici il y a un deuxième élément qui nous demande à faire quelque chose, ici il n'y a rien. Donc ici, d'habitude je dis à mes élèves, ici nous avons combien de sujets? Et pourtant, il y a quelques élèves qui vont dire, nous avons deux sujets, sans pourtant avoir su que là, ce n'est pas encore un sujet, ce n'est qu'une phrase. Parce que sans consigne, on ne sait pas ce qu'on va faire de cette phrase-là. N'est-ce pas? Donc ici, je dis à mes élèves, là, ce n'est pas encore un sujet. C'est une phrase que j'ai donnée. La poésie est une arme fiable contre les mots qui gangrènent la société. Mais ça devient un sujet s'il y a un libellé du sujet, ça, plus la consigne. Donc pour qu'il y ait un sujet, il faut un libellé du sujet, ça, plus la consigne. La consigne demande ce qu'on va faire, nous demande de faire quelque chose du sujet. Faites ça de ça. Sans cela, sans cette consigne-là, on ne peut pas parler pour l'instant de sujet. Ce qui veut dire que quand les élèves maîtrisaient déjà cela, ils peuvent eux-mêmes créer des sujets. Beaucoup d'élèves pensent qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas en mesure de créer des sujets. Alors que s'ils maîtrisent la procédure ou bien la manière de créer des sujets, ils pourront y arriver. Donc, moi, j'amène mes élèves d'abord à pouvoir identifier l'importance de la consigne. Et sans consigne, on ne peut pas parler de sujet. Donc, après avoir écrit cela, donc je barre ici, parce que ce n'est pas encore un sujet. Donc, on va travailler sur ça. Donc, les élèves découvrent que pour qu'il y ait sujet, il faut qu'il y ait un libellé du sujet, plus la consigne. Donc, nous avons un sujet, ça c'est un sujet classique. Chaque année, évidemment, en terminale, nous avons un sujet pareil, qui parle de la poésie, qui parle des fonctions de la poésie. Maintenant, puisque l'enseignant évalue l'élève sur ce qu'il a fait, on suppose que l'élève a déjà fait la leçon sur la poésie. L'élève a déjà eu un panorama ou bien beaucoup d'idées, beaucoup d'ingrédients par rapport à cette question de la poésie et les fonctions de cette poésie-là. C'est un peu ça. Maintenant, après avoir mis ça au tableau, l'élève doit lire le sujet pour essayer de comprendre certaines notions. Ici, poésie, c'est important. Arme, c'est important. Que veut dire gangréner? Que veut dire société? Que veut dire mot? Donc, ces termes-là, l'élève doit essayer de les comprendre d'abord pour pouvoir réussir sa dissertation. Là, cela nous permet de revenir un peu sur ce qu'on appelle les finalités d'une dissertation. La dissertation a pour but de convaincre. Sur un sujet donné, on essaie d'argumenter pour convaincre une personne qu'on a compris ça. D'ailleurs, c'est ce qui fait la difficulté de l'enseignement. Faire comprendre ce qu'on a déjà compris, ce n'est pas une chose évidente. Parce qu'il faut suivre une méthodologie très sûre, une méthodologie très, très confortable pour nos élèves pour pouvoir faire comprendre ce qu'on a déjà compris à nos élèves. Donc, en plus du savoir, du savoir-être, du savoir-faire, il faut le faire savoir. L'élève aussi va être à la place de l'enseignant quand il disserte. Essayer de faire comprendre à un correcteur inconnu ce que moi j'ai compris. Tout repose sur ça. Et pour y arriver, on doit allier forme, méthodologie et fond. Sans forme et fond, on ne peut pas parler d'une dissertation complète. C'est un peu ça. Donc, c'est des notions sur lesquelles je reviens généralement avant même d'entrer dans le vif du sujet. Quand j'ai tout ça, je dis
quel est le thème que nous avons ici? Chaque sujet présente évidemment un thème. Ici, le thème, c'est la poésie. Savoir que le thème, c'est la poésie, nous permet de recadrer un peu le débat. On ne parle pas du roman, on parle de la poésie. Donc, c'est une notion qui a un sens. C'est une chose qui a on a quelques informations sur cette chose-là, la poésie. Peut-être que les informations qui concernent la poésie n'intéressent pas généralement le roman. Donc, cela nous permet plutôt d'avoir un angle sur lequel on travaille. Ensuite, on a dit, toujours après avoir compris ce que veut dire le thème, il faut revenir sur ce qu'on appelle le prédicat. Le prédicat, dans certains documents, on l'appelle propos. Ici, le propos, c'est ce qu'on a dit du thème. Est une arme contre les maux qui gangrènent la société. On n'a pas dit que la poésie n'est pas une arme. On n'a pas dit que la poésie ressemble au roman. L'auteur défend une idée. Il y a quelque chose qu'on a dit de ce thème-là. La poésie est une arme fiable contre les maux de la société. On n'a pas dit que la poésie est un ornement. On a dit que la poésie est une arme fiable. Maintenant, après avoir compris ce que veut dire thème, ce que veut dire prédicat ou propos dans certains documents, il faut que l'élève comprenne ce que veut dire la thèse défendue par l'auteur. Ici, l'auteur défend la fonction engagée de la poésie. L'auteur ne défend pas autre chose. Il défend que la poésie peut régler certaines situations. Quand les peuples vivent des moments de tarissement et de disette, la poésie a un rôle à jouer. C'est ce que l'auteur défend ici. L'auteur ne défend pas autre chose. N'est-ce pas? Donc, après avoir compris toutes ces notions-là, notion de thème, prédicat, notion de consigne, là, l'élève peut maintenant essayer d'analyser le sujet. Les mots-clés, il les souligne, comme je viens de le faire. Poésie, arme, fiable, mot. Chaque mot, il essaie de voir si le mot est employé dans sa première signification. Parce que la langue française est une langue un peu compliquée. On peut vraiment jouer à la polysémie des mots et faire changer, ne pas donner le sens dénoté, donner le sens connoté du mot, etc. Parce que parfois, le mot peut signifier son contraire. C'est propre peut ne pas signifier c'est propre. C'est propre peut signifier c'est sale. Dans ce qu'on appelle l'antiphrase. Donc il faut que l'élève essaie de voir est-ce que les mots sont employés dans le premier sens, dans le deuxième sens, etc. Là, c'est une chose que l'élève doit faire. Maintenant, aujourd'hui, cette consigne-là, c'est ça qu'on appelle la consigne améliorée. D'antan, on ne donnait pas les consignes de cette manière-là. D'antan, on disait montrer que la poésie est une arme contre les maux qui gangrènent la société. Ou bien discuter de cette idée, la poésie est une arme qui gangrène, une arme fiable contre les maux qui gangrènent la société. C'est à l'élève de trouver un plan. Mais aujourd'hui, on donne à l'élève le plan. Ça devient plus simple, mais nous, on sera intransigeant au niveau du fond. S'il n'y a pas de hors-sujet, cela veut dire que le développement doit être bien cousu, bien développé, excusez-moi de la répétition. On doit avoir vraiment une bonne argumentation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle les consignes améliorées. D'antan, on ne les faisait pas de cette manière. Mais aujourd'hui, il y a un petit problème, à mon avis. Je ne sais pas si les inspecteurs ont essayé de voir ça. Mais moi, je me dis que ces consignes-là, améliorées, tuent un peu la problématique. Parce qu'avec les consignes simples, quand on trouve la problématique, vraiment le développement est déjà réglé, surtout la deuxième partie. Mais si on dit parler de ça, ensuite de ça, là on voit que ce n'est pas la peine de poser le problème que pose le sujet. C'est déjà réglé l'itinéraire qu'on doit faire pour... Parce que les élèves sont déjà orientés. Oui, ils sont déjà orientés. Si c'était moi, je n'allais pas donner quand même les consignes améliorées parce que ça rend les élèves paresseux. Oui, c'est ça. Oui. On te donne déjà l'itinéraire, on donne le canevas, tu dois suivre ça, ensuite ça, ainsi de suite. Mais puisque ce sont les autorisés qui autorisent, entre guillemets, on est obligé de l'enseigner comme tel. Hein. Mais quoi qu'il en soit, l'élève doit comprendre dissertation, son but, le but de la dissertation, c'est de convaincre. Et pour convaincre, il faut avoir des arguments solides, bien organisés. Il faut allier forme et fond. Sans forme et fond, il y a un manque. Mais qu'est-ce que vous entendez par forme? La forme, c'est la méthodologie seulement. Hein. C'est ça que j'appelle, pas la présentation. Je parle de la méthodologie. L'élève doit respecter la méthodologie. On y reviendra tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc ça, c'est des choses que l'élève doit comprendre avant même d'entrer dans le vif du sujet. Mais après avoir lu ça, l'élève a compris que la poésie, c'est un art
etc., qui met l'accent sur les vers, sur la versification, sur la beauté, etc. Arme, c'est un bouclier contre quelque chose. Mot, c'est le pluriel de mal. Fiable, c'est une chose qui est sûre. Gangrène, qui pullule, ou bien qu'on trouve en quantité. La société, c'est un mot qui n'est pas compliqué. Donc ici, l'élève peut, pour aller plus vite, il peut reformuler ça à sa manière. Il ne faut pas avoir peur de la dissertation. Il peut dire, ici donc, l'auteur défend la fonction engagée de la poésie. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans la consigne? On nous dit, en utilisant des exemples précis, montrer d'abord que la poésie attaque l'état, fléau, ou bien mot, c'est la même chose, c'est des synonymes. Montrer d'abord que la poésie attaque l'état de la société pour l'aider à retrouver des lendemains meilleurs, avant de souligner aussi qu'elle peut aussi avoir une vocation uniquement, avant de souligner aussi, j'ai répété le mot aussi, avoir aussi une vocation uniquement esthétique. Les deux parties sont déjà visibles. Là, c'est le plan. Mais on va aller étape par étape pour voir ce qu'on doit faire dans l'introduction, ensuite dans le développement, ensuite dans la conclusion. N'est-ce pas? Donc, ici, quand l'élève a compris tout cela, l'élève peut aller à la première partie qu'on appelle l'introduction. Dans l'introduction, nous avons trois parties à 4, n'est-ce pas? Il y a d'abord amener le sujet. Que veut dire amener le sujet? Dans le vocabulaire courant, c'est l'amorce. Même quand vous entrez ici, il faut taper à la porte. Tu ne peux pas venir et entrer brusquement. Il faut d'abord préparer les gens qui sont à l'intérieur, qu'il y a un individu qui vient de l'extérieur qui va entrer. N'est-ce pas? Là aussi, c'est l'amorce. Et puis, c'est le premier contact avec votre correcteur, avec votre correcteur lecteur. Généralement, parfois, qui ne vous connaît même pas. Au bac, on corrige les numéros. C'est l'anonymat. Au BFM aussi. Donc, si vous ne soignez pas toutes les parties, ça va se répercuter sur la note. Parce qu'on ne sait même pas la personne qu'on corrige. On ne la connaît même pas. Donc, amener le sujet, c'est l'amorce. Parfois, on le fait de plusieurs manières. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à l'élève. Certaines peuvent définir un terme. D'autres peuvent commencer par une citation. Par exemple, ici, il y a une citation de Victor Hugo qui colle à cette réalité-là. Le poète, en des jours impies, prépare des lendemains meilleurs. Là, c'est le rôle d'un poète qui est engagé, qui est militant. Si l'élève commence de cette manière, c'est qu'il a compris le sens de ce que défend l'auteur. Ensuite, pour amener le sujet, on peut partir de ce qu'on appelle un contexte général vers un particulier. Ou bien faire ce qu'on appelle partir d'un contexte littéraire, d'un contexte historique. C'est à l'élève de comprendre comment on le fait. L'élève ne doit pas savoir seulement comment on amène un sujet, mais il doit savoir comment on amène tout type de sujet. Sinon, il va avoir la même manière d'amener le sujet pour tous les sujets qui parlent d'un même thème. C'est ce qu'on doit enseigner à nos élèves. Donc là, on peut définir la poésie. La poésie est un art suggestif. Depuis des siècles, la poésie joue un rôle très important, n'est-ce pas? Ensuite, vous dites, la poésie, durant les moments de térissement, la poésie a un rôle à jouer. Dans tous les secteurs de la vie, la poésie peut apporter sa contribution, etc. Ça, c'est amener le sujet. Maintenant, je dis, poser le sujet. Du sujet à amener le sujet. Mais il y a un problème avec nos élèves. Les élèves disent, c'est dans ce contexte que s'inscrit l'auteur qui dit. Alors que ce qu'ils ont développé dans amener le sujet n'a aucun lien avec poser le sujet. Donc, il faut qu'il y ait un sujet. Un lien. C'est un ensemble. Moi, quand je corrige, et qu'il n'y a aucun lien entre amener le sujet et poser le sujet, je mets lien, je mets point d'interrogation. Autrement dit, il n'y a aucun lien entre ça et ça. Tu ne peux pas parler de A dans amener le sujet. Automatiquement, tu dis dans ce contexte que s'inscrit l'auteur. Non. Tu ne peux pas dire le roman est un genre protéiforme, etc. C'est dans ce contexte que l'auteur dit que la poésie est une arme fiable. Donc, ce n'est pas cohérent. Ça n'a pas de sens. Donc, j'attire l'attention de nos élèves sur cet élément-là. Quand vous dites c'est dans ce contexte, on doit savoir que les deux choses sont liées. Effectivement. C'est-à-dire, poser le sujet doit avoir un lien avec amener le sujet. Donc, c'est un peu ça.
Un autre problème avec poser le sujet, un problème qu'on rencontre généralement, c'est au niveau de la phrase, n'est-ce pas? Quand l'élève dit c'est dans ce contexte, l'auteur dit que c'est dans ce contexte que l'auteur dit que. Ensuite, il met 2 points, il ouvre les guillemets. C'est une confusion de style ou bien de registre. D'accord. Soit vous mettez, c'est dans ce contexte, l'auteur dit, 2 points, vous ouvrez les guillemets, vous employez ce qu'on appelle le discours direct. Soit vous enlevez les 2 points, vous dites que, et vous enlevez tout, 2 points, guillemets, vous mettez que, maintenant c'est la complétive par que qui va suivre. D'accord. Donc c'est des confusions qu'on rencontre généralement. Ok. C'est dans ce contexte que l'auteur dit que la poésie est une arme fiable contre les mots qui gangrènent la société. Si c'est un sujet long, l'élève peut reformuler. Le but, c'est d'avoir le même sens que la phrase initiale. Mais si c'est court, l'élève peut reprendre textuellement. Mais le plus important, c'est qu'il puisse faire le distinguo entre le discours direct ici et le discours indirect. C'est dans ce contexte que l'auteur dit que. Ensuite, vous prenez, dit que la poésie est une arme fiable contre les mots qui gangrènent la société. Ou bien c'est dans ce contexte que l'auteur dit, 2 points, vous ouvrez les guillemets, vous avez employé ce qu'on appelle le discours direct. D'accord. Donc sinon, ça reste une maladresse. Et vous reprenez textuellement le sujet. Vous reprenez textuellement, puisqu'il est court, ce n'est pas un problème. L'essentiel est qu'il y ait un lien entre poser le sujet et amener le sujet. D'accord. Quand je termine ma partie amener le sujet, ma sous-partie amener le sujet par, durant les moments de tarissement, la poésie peut jouer de grands rôles pour contribuer à l'évolution ou bien au changement de certaines situations de la société, point. C'est dans ce contexte. Parce que le sujet parle de l'engagement de la poésie. Effectivement. N'est-ce pas? Mieux vaut terminer donc, amener le sujet par une phrase, et une phrase qui a un lien avec le sujet. Avec le... Oui. Le mieux, c'est ça. C'est ça, oui. N'est-ce pas? Ensuite, nous passons à une troisième sous-partie de l'introduction qu'on appelle problématique. Aujourd'hui, avec la consigne améliorée, je l'avais dit tout à l'heure, moi je me dis que la consigne est un peu perdue de sa quintessence. N'est-ce pas? Parce qu'on nous donne déjà la consigne, les 2 parties sont déjà là, l'élève doit les respecter. Mais si on avait dit par exemple, la poésie est une arme fiable contre les mots qui gangrènent la société, montrer que la poésie est une arme fiable contre les mots qui gangrènent la société. C'est différent en termes de problématique. Si on disait la problématique, la poésie plutôt, est une arme fiable contre les mots qui gangrènent la société. Discuter. Discuter n'est pas montrer. C'est différent. Dans montrer, la problématique, c'est en quoi la problématique pourrait être une arme fiable contre les mots de la société. Comment? Dans quelle mesure? Ce sont les questions qu'on pose. Mais quand on dit discuter, là, dans une discussion, évidemment, je parle, tu parles. Donc il y aura évidemment une antithèse. Et la problématique va dire, mais la poésie se limite-t-elle seulement à être une arme fiable contre les mots qui gagnent la société? Là, ça suggère une deuxième partie qui montre que la poésie ne se limite pas seulement à être une poésie et à être une arme fiable contre les mots de la société. Autrement dit, la poésie pourrait avoir d'autres fonctions. C'est vrai. Donc là-bas, c'est en quoi, généralement. Mais pour les sujets d'orientation critique, qui ont comme consigne discuter, commenter, discuter, qu'en pensez-vous? Là, c'est des problématiques plus sérieuses. Et là, quand vous réglez la question de la problématique, vous avez déjà trouvé la deuxième partie de votre développement. N'est-ce pas? Aujourd'hui aussi, quand on dit discuter, commenter, qu'en pensez-vous? C'est des consignes qui posent d'énormes difficultés aux élèves. Tu vois un élève qui confond la valeur de montrer à la valeur de discuter. L'élève ne sait pas que commenter veut dire a la même valeur que expliquer. L'élève ne sait pas que qu'en pensez-vous a la même valeur que discuter. Ainsi de suite. Donc l'enseignant aussi, lui, il peut revenir sur ça en cours, en prérequis peut-être, revenir sur quelques notions, sur les plans possibles d'une dissertation, avant même d'entamer les parties de la dissertation. Moi, j'ai fait un cours sur les plans possibles avant, mais avec les consignes améliorées, presque je ne le fais plus. Parce que là, le plan est déjà donné. Est-ce que c'est la même chose entre le plan et la problématique? Non. C'est la même chose? Non, la problématique, c'est la question que pose, le problème que pose le sujet. Ici, le problème que pose ce sujet, c'est qu'on se demande si la poésie n'a que ce rôle-là. Est-ce que la poésie ne pourrait pas avoir une autre fonction, autre que celle d'être la fonction engagée?
Évidemment, parce que l'auteur a dit on va parler de sa vocation uniquement esthétique. Mais si c'était montrer, l'auteur dit montrer seulement, là, on va scinder la question en sous-partie, mais on ne va pas sortir de l'engagement. D'accord. Mais là, il y a une antithèse qui montre que la poésie ne se limite pas seulement à l'engagement. D'accord. Donc, maintenant, je m'en vais vous parler du plan. Là, c'était la problématique. Maintenant, le plan, il est là. Les élèves paresseux vont reprendre, évidemment. D'autres vont reformuler. Le but, c'est de garder le sens. Moi, quand l'élève reprend, parce que c'est nous qui leur avons donné ça, moi, je ne veux faire aucun reproche à l'élève. Il a repris, c'est un plan. Effectivement. Mais quand l'élève essaie de changer en gardant le sens, je me dis que c'est un élève quand même courageux. Et ça peut lui donner quelques points de plus par rapport à l'autre là qui était plus paresseux. C'est un peu ça. Donc ici, mais dans beaucoup de livres, on nous dit, il faut éviter toujours de dire dans la première partie, on va parler de ça, dans la deuxième partie. C'est un plan très archaïque. Il faut dire, nous allons parler de ça, ensuite de ça. Là, la chronologie a déjà délimité les choses. On parle de ça, ensuite de ça. Demain, je t'envoie, je vais te demander d'aller à Tchangay, mais il faut passer chez Amotiès. Mais si tu vas directement à Tchangay, c'est que tu as brûlé les étapes. Il faut venir ici, ensuite tu vas à Tchangay. Si tu vas à Tchangay, d'abord tu viens voir Amotiès, tu as commencé par la deuxième partie. Ce n'est pas ce que je t'avais demandé de faire. Donc réellement, il faut respecter les parties telles qu'elles ont été données par l'auteur. N'est-ce pas? On parle d'abord de l'engagement de la poésie, ensuite de la poésie comme ornement ou bien du côté esthétique de la poésie. Quand l'élève parle d'abord de l'esthétique, c'est qu'il a fait ce qu'on appelle, il a renversé un peu les rôles. Il n'a pas respecté le plan. D'accord. N'est-ce pas? Donc, pourquoi je dis que l'introduction est une partie importante? Parce que ça donne la première impression de l'élève. Quand l'introduction n'est pas réussie, le correcteur peut avoir une mauvaise impression déjà de la suite. Tel n'est pas toujours le cas parce que l'élève peut ne pas réussir ici avec beaucoup de maladresse et d'incorrection. Mais au niveau du développement, l'élève peut se retrouver aussi. Il peut se ressaisir, entre guillemets. N'est-ce pas? Donc c'est pourquoi on dit que l'élève doit prendre son temps, lire, comprendre et bien faire son introduction, qui est le premier contact avec son correcteur. C'est un peu ça, l'introduction avec ses sous-parties. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Après avoir parlé de l'introduction, on peut parler en quelque sorte du développement aussi. Du développement, oui. N'est-ce pas? Du développement. Donc là, c'est une phrase de transition. On ne voit pas les phrases de transition dans les dissertations d'élèves, généralement. N'est-ce pas? L'élève, dans le développement, il parle d'une sous-partie, ensuite d'une autre sous-partie, il parle d'une partie, d'une autre partie. Il n'y a pas de mots qui essaient de faire ce qu'on appelle rendre les parties un peu connectées. Et de petits mots qui facilitent la connexion entre les parties, on le voit. Donc l'élève doit faire cela. N'est-ce pas? Pour le développement, dans la première partie de notre développement, il faut montrer que la poésie est égale à l'engagement. Dans n'importe quel secteur que vous avez pris, montrez le rôle joué par la poésie pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie. D'accord. C'est le premier point à aborder. C'est le premier point à aborder dans le développement. D'accord. Poésie est égale à engagement. Il y a une phrase toujours introductive. Et ce que j'ai failli oublier que on a toujours enseigné à nos élèves aussi, avant ce sujet-là, ce qu'est un paragraphe argumentatif. Si l'élève ne maîtrise pas ce que veut dire paragraphe argumentatif, il lui sera très difficile d'avoir une bonne note, parce que toute la dissertation est une argumentation. Oui, c'est une argumentation. Qui dit paragraphe argumentatif, dit idée, argument, exemple, et si nécessaire, une citation. Tous les paragraphes doivent être formulés de cette manière. Mais les élèves, ils écrivent sans pourtant savoir pourquoi ils écrivent. Dès lors qu'on ne sait pas pourquoi on disserte, on aura des difficultés pour bien disserter. Absolument. Donc, pour chaque cas, dissertation, résumé, suivi, discussion, commentaire, composé, suivi, l'élève doit savoir pourquoi il le fait. Il faut savoir les finalités de son exercice d'abord. N'est-ce pas? Moi, je dis, quand je fais un paragraphe argumentatif avec mes élèves, c'est pour aider mes élèves à pouvoir faire des paragraphes dans la dissertation. De la même manière, on aura besoin aussi de ces paragraphes-là au niveau du résumé.
Le résumé, c'est une suite de paragraphes argumentatifs. On va te dire, les arguments sont à résumer, les exemples sont à supprimer s'ils ne jouent pas le rôle d'argument. Si tu ne maîtrises pas la différence entre les deux éléments, tu risques de résumer les exemples qui ne sont pas des arguments. Effectivement. Ainsi de suite, etc. Ici donc, comme première partie, on va montrer que la poésie est égale à engagement. Poésie est égale à engagement. Quel que soit le secteur que vous avez pris, montrez tout simplement que la poésie est égale à engagement dans une suite de mots bien ordonnés. Donc si c'était moi, j'allais parler d'abord en petit a du racisme et de la souffrance de certains peuples. Contre le racisme et la souffrance de certains peuples, la poésie a joué un grand rôle dans l'histoire. Maintenant, on peut prendre comme argument ou bien comme exemple la négro-renaissance aux États-Unis dans les années 1920-1930. Claude McKay. Déjà en 1903, il y a Dr Webb Dubois qui avait écrit Âme noire, où il critiquait un peu, où de façon acerbe, il critiquait le comportement des Américains qui considéraient les Noirs comme des sous-hommes. En 1903. Là, c'est une critique. Là, le poète se considère comme un bouclier contre un mal qui est là. Donc, c'est un là, exemple parfait. Oui, ça, c'est au niveau de petit a. Parce qu'il faut que j'organise mon développement en rubrique. Racisme et souffrance des peuples, je donne quelques arguments. Je passe à un autre secteur, je passe à un autre secteur. N'est-ce pas? Donc, au niveau du racisme et ça, j'ai parlé donc de la négro-renaissance. Ensuite, je vais parler de la négritude. Parce que le mouvement de la négro-renaissance a été un mouvement composé de précurseurs au mouvement de la négritude. C'est eux qui ont balisé le terrain, c'est eux qui ont essayé d'inciter les Léopold Sédar Senghor, les Léon Damas, alors étudiants en France, de créer un mouvement qu'on appelle la négritude. Et ils se sont appuyés sur un mot péjoratif, nègre, pour créer un mouvement. Oui, parce qu'on sobriquet, quand vous ne voulez pas que les gens passent par ce sobriquet, il faut l'accepter. Le mot nègre a une connotation péjorative, il faut l'accepter, il faut lui donner une connotation positive. Et ils ont créé le mot négritude, créé à partir du mot nègre. Donc, sur le petit a, là, je suis en train de montrer que la poésie a joué un rôle sur contre le racisme et contre la souffrance de certains peuples. J'ai pris comme exemple la négro-renaissance aux États-Unis, le mouvement Harlem, la négro-renaissance dans les années 20, 30, etc. Et le mouvement de la négritude. Ensuite, je peux montrer en petit b que la poésie a joué un rôle sur le plan religieux. Contre les guerres de religion, la poésie a joué un grand rôle. Parce que les guerres de religion en Espagne, c'est une suite de 8 guerres qui a vraiment un peu fait sombrer la France au XVIe siècle. Et le premier qui a écrit sur ça, c'est Ronsard, Discours sur les misères de ce temps, en 1562. Où il demandait à la reine Catherine de Médicis de jouer un rôle de médiation. Parce que entre les protestants et les catholiques, il y a eu déjà beaucoup de morts. Donc, lui, il voulait vraiment la médiation de Catherine de Médicis. Mais l'autre, parce que lui, il est catholique, Pierre de Ronsard. Mais l'autre, Agrippa d'Aubigné, en 1615, il a publié les Tragiques. Les Tragiques sont plus virulentes, et là, il est en train d'attaquer les catholiques, parce qu'avec le massacre des protestants, lui, il est protestant. Il est protestant. Oui, il est protestant. Il est en train de critiquer de façon acerbe les conséquences de ces guerres de religion qui avaient vraiment fait sombrer la France. Là, c'est sur le côté religieux. Sur le côté religieux, donc, la poésie a joué un grand rôle. J'ai dépassé le premier côté. Ensuite, il y a un autre secteur, le secteur de la religion. Ensuite, comme petit c, je peux parler de la politique. Pour la politique, je peux dire que la poésie aussi, il faut toujours, pour chaque paragraphe, avoir une idée des arguments, des exemples. Il faut que je sois organisé. Là, je dis que la poésie aussi a eu à jouer un grand rôle dans le secteur politique. Parce que les fléaux dans le domaine politique, la poésie n'est pas restée les bras croisés. La poésie a eu à
contrer, à se comporter comme un bouclier. Quand je dis la poésie, je fais allusion au poète. Par exemple, si on prend le cas de Victor Hugo, il a écrit les Châtiments en 1853. Là, il les a écrits, les Châtiments, 2 ans après le coup d'État de Bonaparte. Parce que c'est le coup d'État qui a porté Bonaparte au pouvoir. Lui, il s'est exilé et il a écrit les Châtiments, où il critique de façon acerbe, d'une manière un peu très virulente, le règne de Louis Bonaparte. N'est-ce pas? Ensuite, on peut prendre le cas des surréalistes dont la majeure partie même s'est engagée dans le Parti communiste français. Là aussi, c'est important. Voilà, j'ai eu dans cette partie-là 3 rubriques. Racisme et souffrance de certains peuples, avec des exemples. Ensuite, le côté religieux, avec des exemples. Ensuite, le côté politique, avec des exemples. Ensuite, je termine ma partie par ce qu'on appelle une conclusion partielle. Je résume ce que j'ai dit dans la partie. Ensuite, je fais une phase de transition. Sans cette phase de transition, je bascule directement vers la deuxième partie. Ce n'est pas recommandé. Il faut préparer notre correcteur à la deuxième partie et dire, cela nous mènera vers une deuxième partie où nous allons montrer que la poésie peut être un ornement. Là, je prépare mon correcteur à une deuxième partie où je vais dépasser cette partie-là qui parle d'engagement et je vais aborder une autre partie qui parle là, évidemment d'une autre fonction de la poésie. Mais qu'est-ce qu'on voit? Nos élèves oublient ces parties-là. Alors que c'est des parties qui sont obligatoires et qui montrent que l'élève vraiment est organisé. Donc de A à Z dans une dissertation, c'est une organisation. Parfois, je dis à mes élèves que quand vous avez beaucoup d'ingrédients, vous donnez ça à une femme qui ne sait pas cuisiner, évidemment, vous n'allez pas avoir un plat copié. C'est vrai. Qu'est-ce que j'appelle ingrédients littéraires? Les légumes, etc. Ici, en dissertation, ce sont les idées, les bonnes idées que vous avez, mais vous n'avez pas une méthode pour mettre en œuvre ces idées-là. C'est ça. De la même manière, quand vous avez une bonne méthode, mais vous n'avez pas beaucoup de lecture, vous n'avez pas beaucoup d'ingrédients, vous pouvez pas avoir non plus un bon plat. Effectivement. Ce qui veut dire que dissertation est égale à méthode, mais aussi organisation, mais aussi savoir utiliser en quelque sorte ce qu'on a déjà lu, ce qu'on a déjà rencontré dans la vie, etc. Parce que ça, c'est une dissertation d'ordre littéraire. Il y a une dissertation d'ordre général, mais là, c'est une dissertation d'ordre littéraire. Il faut avoir quelques notions en tête d'abord pour pouvoir avoir le bon contenu dont le correcteur a besoin. D'accord. C'est un peu ça. Donc il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Il faut savoir aussi avoir quelques citations, parce que c'est des astuces, c'est des ingrédients qui peuvent vraiment attirer l'attention de notre correcteur. Le but est de charmer, entre guillemets. Mais c'est ce qui manque aux élèves naturellement. Ils n'ont pas de citation parfois. Vous lisez une dissertation du début à la fin, vous ne voyez pas de citation dedans. Oui. Là, c'est l'un des problèmes. L'un des problèmes, c'est que beaucoup d'élèves ne lisent plus, ils ne peuvent plus garder une citation dans leur tête. Mais moi, j'ai des élèves qui me donnent, qui me font des dissertations composées seulement d'un assemblage de citations. C'est pas bon aussi. Non, ça, c'est Je pas crois que c'est en accumulant des citations qu'on réussit à faire une bonne dissertation. Non. La dissertation, ce n'est pas seulement des citations. Les citations essaient d'étayer ou bien de renforcer des exemples. Les exemples essaient d'étayer les arguments essaient d'illustrer les idées directrices. Donc, l'idée directrice, c'est très abstrait. L'idée directrice est abstraite. L'argument devient plus concret. L'exemple est une chose qui n'est pas vécue par tout le monde. Quand on dit exemple, c'est un fait particulier. Ensuite, la citation vient renforcer maintenant cela. Mais on voit des citations qui n'ont rien à voir avec l'exemple. Ça pose problème. On voit des citations attribuées à d'autres auteurs. C'est un problème. Parfois, on ne voit pas de citation. Voilà, c'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure. Tout ça, c'est des problèmes. Donc, ça demande vraiment beaucoup d'organisation. Méthode, etc. Ensuite, cela nous mènera donc à notre deuxième partie où on va parler de la poésie comme recherche de l'esthétique. L'élève doit savoir ce que veut dire esthétique. Quand on dit esthétique, c'est ce qui est relatif à la beauté. Donc au niveau de la partie 2, on va... Excusez-moi, je suis un peu désordonné. C'est pas grave. Au niveau de la partie 2, on va parler de la poésie comme esthétique.
qu'est-ce que j'avais dit au niveau de la problématique? La poésie se limite-t-elle à être seulement une arme fiable contre les maux de la société? Là, je suggère que la poésie pourrait avoir d'autres fonctions. C'est pas en quoi. Quand je dis en quoi, c'est un sujet qui montre que c'est une consigne synthétique. Oui. Je ne vais pas m'opposer à l'idée de l'auteur. Mais là, je dis l'auteur, tu as raison. Je t'ai soutenu que la poésie est un engagement. Mais attention, tes propos ont des limites. La poésie peut ne pas être seulement un engagement. La poésie peut être un ornement. D'accord. C'est ce que je vais montrer dans ma deuxième partie. Donc là, je vais montrer tout simplement que la poésie est un travail sur la langue. Quand on dit poésie déjà, poésie est égal à travail sur la langue. Toute œuvre poétique est un travail sur la langue. C'est de l'art en quelque sorte. C'est de l'art. Voilà. Donc c'est le volet esthétique qui est recherché dans tout ouvrage poétique. D'accord. Quel que soit le deuxième but en vue, mais le premier but reste la beauté. D'accord. D'ailleurs, pour tout ouvrage, généralement, on recherche la beauté. La beauté d'abord. Maintenant, il y aura d'autres fonctions qui viendront s'adjoindre à cette première finalité. D'accord. Donc, quand on enseigne la poésie à nos élèves, on va dire que la poésie est d'abord un travail sur la langue. Sur la langue. La versification, la rime, ça, c'est une grande ingéniosité. Ça demande beaucoup d'efforts. D'où l'organisation du texte. Oui, l'organisation du texte montre que le poète a pris du temps, il a travaillé sur la langue. Le poète est un orfèvre de la langue. Il manie les mots, il joue avec les sonorités, etc. Ça, c'est un travail sur la langue qui n'a rien à voir, à première vue, qui n'a rien à voir avec l'engagement. D'accord. On met l'accent sur la beauté de ce qu'on écrit. Okay. Avec de la boue, on fait devenir de la boue du diamant, par exemple. On nous donne de la boue, on en fait ce qu'on veut. Ouais. N'est-ce pas? Il y a un poète qui semble défendre cette idée-là. Donc, si on prend des exemples, même les formes fixes de la poésie, c'est des formes qui sont bien travaillées. Le sonnet, c'est une forme bien travaillée. Ouais. C'est pas facile quand on nous demande d'écrire un sonnet aujourd'hui, on risque d'éprouver d'énormes difficultés. Ouais. C'est-à-dire 2 quatrains, 2 tercets, c'est pas évident qu'on y arrive, n'est-ce pas? Donc ça demande beaucoup d'ingénierie, ça demande beaucoup de travaux de terrain. Ouais. On va travailler sur les mots, ainsi de suite. Du talent aussi. Oui, ça demande du talent. Par exemple, si vous prenez José Maria de Heredia, il a écrit un recueil, les trophées, doués extraits, soir de bataille. C'est presque 100 et quelques sonnets. Ouais. Ça, c'est un gros travail, n'est-ce pas? Donc, je suis en train de vous montrer dans A que la poésie est un travail sur la langue. Si on prend aussi les calligrammes, les calligrammes d'Apollinaire, Guillaume Apollinaire. Qu'est-ce qu'un calligramme? C'est un poème dont la forme physique donne un dessin. Quand il parle de la cravate, il va écrire de la sorte qu'on va voir la cravate. D'accord. Quand il parle d'une personne, il va écrire de la sorte qu'on va voir ça. Les acrostiches. Comme une bouteille aussi. Oui, c'est une bouteille. J'ai vu un poème sous forme de bouteille. Oui, une forme de bouteille. Ça demande beaucoup d'ingéniosité, ça demande beaucoup d'imagination. Les acrostiches, quand je dis Aruna Dior, H-A-R, etc. Mais ça, c'est beau. Même ça, c'est pas facile de le faire. Ouais. A-H. Je débute le premier vers par ça, par H, deuxième vers par A, troisième vers, Dior, ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc ça, c'est beaucoup d'imagination. Ça met l'accent seulement sur le fait que la poésie est un travail aussi sur la langue. Le poète est considéré comme un orfèvre de la langue qui ne s'intéresse qu'à la beauté de l'ouvrage. Il faut prendre les odes de Ronsard, 1552. Les odes, ça demande une organisation. On respecte le nombre de syllabes, on respecte la rime, les rondeaux, etc. Toutes les formes fixes peuvent être logées ici, ça montre beaucoup d'ingénierie, beaucoup d'imagination. D'accord. N'est-ce pas? Ensuite, on va montrer que la poésie aussi, la poésie parnassienne, constitue aussi un exemple qu'on peut mettre ici. Le Parnasse, c'est l'art. C'est l'art, oui. L'art pour l'art.
Théophile Gautier avait dit, rien de ce qui est beau n'est utile à la vie, tout ce qui est utile est laid. La poésie ne doit pas avoir une autre préoccupation que la beauté seulement. Donc, le rôle de la poésie ne doit pas être assujetti à ce qu'on appelle une préoccupation sociale, une préoccupation culturelle, etc. Donc, l'œuvre poétique ne doit pas être engagée, en quelque sorte. D'accord. Mais attention, pour nos élèves de terminale, on peut s'arrêter là. Mais quand on attise, quand on creuse, on peut voir avec Jean-Paul Sartre, dans Qu'est-ce que la littérature, écrire c'est une façon de vouloir la liberté. Quand on commence, de gré ou de force, on est engagé. Là, ce n'est pas la peine de dire ça à nos élèves, c'est un peu profond. Mais quand on commence à écrire, quel que soit ce qu'on fait, on est engagé. Parce qu'on défend quelque chose. D'accord. D'après Jean-Paul Sartre, bon, on pouvait avoir ça comme troisième partie dans ce qu'on appelle la synthèse. La synthèse, oui. Mais ici, le sujet s'arrête seulement à deux parties. D'accord. Après cela, après avoir parlé de ces formes fixes-là qui demandent beaucoup d'ingéniosité, on va parler du Parnasse aussi pour montrer que la poésie parnassienne a mis l'accent sur la beauté formelle de l'ouvrage. D'accord. Pas d'engagement. N'est-ce pas? Oui. Mais en remarque, dans le cours, l'enseignant peut faire comprendre aux élèves ce que je viens de dire là à propos de l'engagement, d'après Jean-Paul Sartre. Quand on commence à écrire, on est engagé. On est engagé. De gré ou de force. Dès lors que vous défendez une idée, là, on peut dire que vous êtes engagé. Parce que c'est votre idée, c'est l'idée que vous défendez. C'est ça. N'est-ce pas? Ensuite, vous faites ce qu'on appelle conclusion partielle. Mais il n'y aura pas de transition, parce que c'est la dernière partie. D'accord. Quand c'est la dernière partie, on ne fait pas de transition, on s'arrête seulement à 7. Donc la transition, c'est entre les parties, quoi. D'accord. Entre les parties du développement. On doit avoir ce qu'on appelle les phrases de transition. N'est-ce pas? Ensuite, on met ce qu'on appelle conclusion. Au niveau de la conclusion, on aura 3 parties. Au niveau de la conclusion, on aura 3 parties. Là aussi, je dois préciser un élément. On ne peut pas annoncer 2 parties dans l'annonce du plan, je m'excuse de la répétition, ensuite, et se retrouver avec 3 parties dans le développement. On ne peut pas, dans la conclusion, il y a une sous-partie qu'on appelle bilan. On ne peut pas dire, on ne peut pas faire le bilan de 3 parties alors qu'on a seulement développé 2 parties. D'accord. Il y a une cohérence entre les parties. D'accord. Si on dit on va parler de 2 parties, évidemment, on doit retrouver 2 parties au niveau de notre développement. Si on a résumé 3 parties, c'est qu'on a travaillé sur 3 parties. Sinon, ce n'est pas cohérent. D'accord. Beaucoup d'élèves bâclent la conclusion parce que généralement, c'est en fin d'heure et les élèves peut-être n'ont pas le temps parce qu'ils gèrent mal leur temps. Effectivement. N'est-ce pas? Mais la conclusion, c'est une partie essentielle parce que c'est la dernière partie en contact avec votre correcteur. Cette partie-là, c'était la première partie en contact avec votre correcteur qui va essayer de donner une note à ce que vous avez fait. Mais cette partie-là aussi, il faut la travailler. Sinon, vous allez avoir une mauvaise impression de la part de votre correcteur. Quand on dit conclusion, je mets ça ici, il y a 3 parties. Dans une conclusion de dissertation française, on aura un bilan. Le bilan de ce qu'on a fait. J'ai développé 2 parties, je dis, dans un premier temps, en définitive, voilà le mot qu'on emploie le plus souvent, ou bien en conclusion, nous avons eu à parler de 2 parties. D'abord, nous avons montré que la poésie a une fonction engagée. Elle a eu à, vraiment, selon les siècles, elle a eu à contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans tous les secteurs, dans le secteur religieux, etc. Ensuite, nous avons pu montrer aussi que la poésie peut être la poésie peut avoir seulement une vocation uniquement esthétique, etc. Là, vous résumez ce que vous avez fait. Beaucoup se servent aussi des conclusions partielles. S'ils sont en cours de temps, ils peuvent se servir des conclusions partielles. N'est-ce pas? Mais ce qui n'est pas recommandé, c'est de recopier textuellement ce que vous avez mis dans les conclusions partielles. Vous pouvez améliorer seulement, prendre quelques idées de là-bas. Si vous êtes confronté à un problème de temps, n'est-ce pas? Ça, c'est le bilan. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le jugement. Le jugement ou bien réponse personnelle.
selon les livres, on dit jugement ou réponse personnelle. Ouais. Dans la réponse personnelle, il y avait un problème posé au niveau de la problématique. Vous répondez. Nous avons pu découvrir que la poésie a joué un grand rôle depuis des siècles et elle continue de le jouer, etc. Ça, c'est une réponse. Mais ce qui est banni surtout ici, c'est que l'élève puisse dire « je pense que », à mon avis. La première personne est bannie en dissertation, surtout dans cette sous-partie-là, qu'on appelle jugement ou réponse personnelle. Ensuite, vous faites ce qu'on appelle, vous ouvrez une perspective. La perspective, ce n'est rien d'autre qu'ouvrir le débat, poser une question en relation avec le sujet, mais qui peut constituer aussi un autre sujet de dissertation. D'accord. Aujourd'hui, la poésie joue-t-elle le rôle qu'elle jouait d'antan avec l'avancée des nouvelles technologies? C'est une question. Ouais. Et puis, c'est un sujet de dissertation. Oui, c'est un débat. Oui, c'est un débat. Est-ce que la poésie joue toujours le rôle qu'elle jouait d'antan, surtout avec cette avancée des nouvelles technologies. Bon, c'est un peu ça. Maintenant, ce que je demande à mes élèves, c'est toujours de lire, de mettre l'accent sur l'importance de la méthodologie, parce que sans méthodologie aussi, on ne peut pas faire une bonne dissertation. N'est-ce pas? Ouais. Certes, il y a le contenu, mais la méthodologie quand même a une grosse part, parce qu'elle est importante. Ouais. L'élève doit respecter donc la méthodologie, n'est-ce pas? Et pour cela, il faut qu'il revoie beaucoup de documents, ensuite qu'il lise, afin de pouvoir s'en sortir, n'est-ce pas? Parce que la dissertation, on s'est rendu compte que beaucoup d'élèves choisissent cet exercice-là au BFM, au bac, dans les concours, etc. Pratiquement dans tous les concours au Sénégal, on nous présente des dissertations. Oui. Pratiquement. Parfois, il y a toujours de la dissertation. Hein, oui, il y a toujours de la dissertation. Plus, en plus du commentaire. Oui. Résumé peut-être aussi. Oui. Donc c'est les trois exercices. Il faut que les élèves sachent que les exercices sont liés. Préparer les élèves à faire des exercices sur le paragraphe argumentatif, c'est aider les élèves à pouvoir bien disserter. D'accord. Et pour le résumer... Il faut que les profs aussi mettent l'accent sur ça. Oui, oui, parce que les professeurs, pour seulement l'introduction, on doit vraiment perdre beaucoup de temps. Pas perdre même, hein. On doit consacrer beaucoup de temps à l'introduction seulement. Moi, quand je donne les idées, les directives, je fais moi-même une introduction dont je vais mélanger les parties. Et c'est à mes élèves de réorganiser ces sous-parties. Parce que plus ils arrivent à réorganiser, plus ils sauront comment s'organise chaque partie. Ouais. Ensuite, je demande aux élèves de faire autant. Eux aussi, ils vont faire ce qu'on appelle des introductions. D'accord. N'est-ce pas? Okay. Il faut perdre beaucoup de temps dans ça. Pour l'organisation des paragraphes aussi dans le développement, il faut vraiment insister, parce que les élèves, il faut toujours les forcer à faire, etc. Parce que l'enseignant, il quitte ce qu'on appelle la phase expert vers coach. Ouais. Parce que nous voulons rendre nos élèves autonomes. Oui. Plus on avance, plus on veut que les élèves soient autonomes. Effectivement. C'est un peu ça, hein. On doit travailler dans ce sens-là. C'est ça, oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup, M. Dior. Je pense que ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et je pense qu'on a beaucoup appris. Je pense que les élèves ont pris aussi bonne note. Et c'est très intéressant. Comme il l'a dit, la méthodologie reste très importante. Donc c'est un élément important qu'il faut prendre en compte, et sérieusement. Et pour cela, comme il l'a dit, il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Il faut aussi multiplier les exercices. C'est ça. Et aussi aller chercher les profs de français qui puissent vous aider un peu, si vous en avez besoin. Ouais. Et c'était un grand plaisir de vous recevoir. Et nous sommes très, 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 très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Et peut-être que vous allez revenir la prochaine fois, voilà, pour un autre cours aussi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, chers élèves, chers parents d'élèves, donc nous sommes au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous tout de suite pour un autre cours sur les physiques chimie, je pense. Voilà. Merci. Merci beaucoup.